Je vais bientôt être maman, mais pourquoi je ne ressens pas l'euphorie que tout le monde exprime? Est-ce normal de ne pas aimer être enceinte? Est-ce que je risque de faire un baby blues après l'accouchement? C'est par toutes ces questions que votre livre Maman Blues, publié aux éditions Erol, commence. Fabienne Sardas, bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste, vous avez exercé plus de 10 ans dans une maternité parisienne, au plus proche de ces mères questionnantes, angoissées, à la recherche de réponses et de désirs en elles-mêmes. Pouvez-vous d'abord nous dire ce dont on parle quand on utilise cette expression « rêver son bébé pendant la grossesse » ? J'aime bien commencer ce thème par cette rêverie, parce que la rêverie, c'est un travail psychique. Et d'emblée, dire que la grossesse est un événement psychique, c'est formidable, parce que ça introduit la psychanalyse dans ses gynécées. Elle y a peu de place, elle y arrive sur la pointe des pieds. De moins en moins de place ? Je ne sais pas. J'ai quitté la maternité il y a 5 ans déjà, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, puisque je n'exerce qu'en libéral maintenant. Mais en tous les cas, la psychanalyse a toujours à se légitimer et qu'on commence notre temps là par la rêverie, vraiment, ça me plaît beaucoup. La rêverie, c'est donc un mouvement psychique, c'est un mouvement d'intériorisation, c'est l'imaginaire qui va s'autoriser à aller vers l'enfant et ça va ouvrir un creuset. Et c'est ce creuset dans lequel l'enfant arrive, et c'est métaphorique bien évidemment du corps, de ce ventre qui accueille, donc que psychiquement il y ait le même mouvement et que ce mouvement soit long et prenne 9 mois pour faire naître un enfant à la vie psychique de la mère, pour que la mère naisse à elle-même en tant que mère. Voilà, c'est ça la rêverie maternelle, c'est l'accueil dans une rêverie où il y a un nom, un petit nom, des projections et surtout, ce qui est efficace dans la rêverie, c'est qu'elle permet de prendre soin du bébé pendant qu'il est là, alors qu'il ne l'est pas encore, mais pendant qu'il est en gestation, ce qui n'est pas, je dirais, si naturel que ça pour les mères aujourd'hui. Donc elles le rêvent, elles en prennent soin. Plus elles le rêvent, plus elles en prennent soin. Alors la rêverie est inquiétante il y a une inquiétante rêverie parce qu'elle pourrait aussi créer un bébé idéal et qui ne correspondrait pas au bébé qui arrive. Oui, donc, toute cette difficulté donc de la mère, cette difficulté inconsciente bien sûr, elle n'en prend pas conscience directement, mais de se détacher de l'idéalité du rêve finalement, de faire face au bébé réel. Absolument, c'est Lacan qui disait qu'il fallait que cet imaginaire puisse s'ancrer dans la réalité, faire du symbolique et s'ancrer dans la réalité. C'est exactement ça, la rêverie maternelle. Alors Winnicott l'a appelé aussi la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire que c'est vraiment tout un travail psychique où la mère va régresser un peu à l'intérieur, l'enfant l'invite à entrer. Elle va redevenir une petite fille d'une certaine manière. Elle reconvoque la petite fille, elle ne va pas le redevenir, mais elle est reconvoquée, ce qui n'est pas toujours très heureux, ce qui est quelquefois souffrant. En tous les cas, les mères qui viennent me voir sont dans un état de malaise à propos de ça. Alors justement, Winnicott, vous parliez de ce pédiatre anglais qui parle aussi, qui a cette expression, une good enough mother. Qu'est-ce que c'est une mère assez bonne selon vous, Fabienne Sardas? Une mère qui le soit ni trop ni pas assez Alors la traduction, il y a eu différentes traductions. Celle qui est, je trouve, la plus adéquate, c'est la mère ordinaire naturellement dévouée. C'est plus intéressant. Oui. C'est pas, on joue pas sur les mots. C'est la mère tout à fait ordinaire qui est en capacité de s'identifier à son enfant. C'est celle-ci, cette mère ordinaire, qui va se confronter à ce bébé-là qui arrive là. Elle en aura d'autres peut-être. Une sorte de sollicitude. Oui. Quelque chose qui vient la convoquer là-dedans, sans qu'elle le demande. Une sorte de naturel, vous employez ce mot. Naturel, ordinaire, mais je dirais ordinaire dans l'identification, qui est vraiment le mouvement principal de la grossesse. On doit s'identifier à un tout petit, à un
petit être vulnérable. On convoque ce qu'on a de plus vulnérable en soi. Et c'est ça, être une mère ordinaire, naturellement dévouée à l'autre, dans une possibilité de dévotion, d'ouverture, je dirais, dévotion un peu connotée, mais d'ouverture à l'autre. Oui. Alors l'enfant, le nourrisson, quand il naît, il est dans une totale néothénie, c'est-à-dire il est hyper dépendant de son environnement. À ce moment-là, l'adulte a un pouvoir monstrueux sur lui. On pourrait tout faire avec un enfant. On peut le manger d'ailleurs, un enfant, littéralement. On a envie. Ouais. On peut le bouffer, l'embrasser, On a envie tenir. de le rejeter quelquefois aussi, oui. Justement. Alors justement, c'est deux mouvements différents, tout à fait ambivalents. Absolument. Cette ambivalence à trouver. Absolument. C'est-à-dire, on dit souvent à un enfant, on a envie de le manger au sens où on a envie de l'embrasser, le prendre. Oui, de le faire re-rentrer dedans, en fait. C'est cette idée. Dedans. C'est cette idée de régresser avec lui, de retourner au temps ancien de la gestation, de sa propre gestation, de celle avec cet enfant-là, mais de sa propre gestation, retourner dans ses limbes. Il y a un mouvement que l'enfant appelle un mouvement régressif. Alors il est ambivalent, en tous les cas les mères que je recevais l'étaient toutes. C'est intéressant ce mouvement. L'ambivalence, c'est aussi notre cher Winnicott qui en a parlé dans les années 50. C'est un mouvement, alors il en a parlé, mais c'est un terme qui fait référence à la nosographie psychiatrique. Du début de siècle dernier. C'était le schizophrène qui était ambivalent. Il avait un double langage, des doubles humeurs, il allait de l'un à l'autre. Et puis Freud a repris cette notion, l'a élargie, et l'ambivalence, c'est la tristesse, la joie en même temps, c'est le bonheur d'être mère et la difficulté. C'est un mouvement paradoxal, mais c'est un mouvement qui doit être intégré pendant la grossesse. Après la grossesse, on a toute sa vie pour l'intégrer, ce mouvement-là, parce que c'est vraiment, ça donne une souplesse au lien, ça donne une capacité de ne pas idéaliser, d'avoir une certaine distance dans le lien, et ça c'est vraiment magique. C'est offrir à l'autre sa liberté, puisqu'on ne l'idéalise pas. Il est bon, mais moins bon quelquefois. On a envie de l'avoir dans les bras, puis ce jour-là, on a moins envie. On a envie de s'occuper de soi. Voilà, ça donne Donc c'est la mouvement. Capacité, dites-vous dans votre livre, de prendre des espaces de liberté. Absolument. La mère doit à tout prix s'affranchir de cette hyperdépendance dans les deux sens, au nom de l'enfant et en son nom propre. Totalement, totalement. Et c'est là que la maternité va convoquer des tiers, beaucoup de tiers. J'ai appelé ça dans mon livre cette nécessité des coparentalités. Alors ça va être le père. On va essayer d'éviter d'être dans un langage un peu hétéronormé. Oui, alors justement, j'allais vous poser la question, parce que le père dans tout ça, le père il existe bien avant. Le père peut être une mère. Mais il commence à rêver d'ailleurs, le père, ce qui fait office de parent. Celui qui fait office de second, enfin de tiers. Voilà, celui qui porte l'enfant aussi, quelque Absolument, part. Psychiquement dans sa tête, qui aide celui qui est là, soit à aller le chercher, à le penser. En tous les cas, ces engendrements sont différents. Ce serait dommage de ne pas aborder la réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Qu'il y a des mères qui sont pères, qu'il y a des pères qui sont mères. Vous pensez à la GPA également? Oui, bien évidemment, à tout ça. Donc une femme tierce qui porte l'enfant. Exactement. Et qui fait qu'on le porte dans sa tête. C'est pour ça que c'était très intéressant de parler de la rêverie, psychique de la grossesse. Rêver l'enfant, qu'on soit un homme ou une femme, on a un dedans. Oui. Et comment ça rêve différemment alors en fonction des couples, en fonction des modes de fécondation qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, en tant que psychologue? Alors, à la maternité, on ne recevait bien évidemment que des
couple de femmes. Hein. On ne voit pas ce qu'il en est de la GPA, c'est encore un peu... Et c'était encore, quand vous y travaillez, c'était interdit. On peut militer les uns les autres individuellement autour de ça, et vraiment, il me semble nécessaire d'accueillir toutes ces gestations-là. Hein. Il y a, donc je n'ai eu comme patiente que des couples de femmes qui passent par des choses bien évidemment extrêmement difficiles. Elles sont stigmatisées encore, hein, elles le sont, enfin ça n'est pas nouveau de le dire encore aujourd'hui, hein, elles doivent se battre, elles sont encore vécues... c'est pas simple. Vous l'avez ressenti dans le corps médical, dans le corps infirmier, vous avez vu? Je l'ai vécu et je me suis sentie là en nécessité de protéger. Un jour, je recevais 2 femmes dont l'une avait fait une interruption médicale de grossesse, venait de perdre son enfant, sa compagne la soutenait. Et un médecin est entré dans la pièce où je recevais et m'a dit « Ah, tu les reçois par 2 maintenant ». Et quand il est parti, il est venu prendre des papiers, est sorti, et je leur ai dit « Excusez-moi, je suis désolée de ce qui vient de se passer ». Et l'une des 2, un petit peu plus vaillante, m'a dit « Mais des cons comme ça, on en rencontre tous les jours. » Voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous, il y a encore beaucoup de choses qui paraissent... Vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme et que vous êtes, entre guillemets, moins conne peut-être que les autres? Il y a peut-être une manière de voir les choses... les hommes ont du mal dans à l'hôpital, avec l'homosexualité. Le médecin, en plus, quand même, symbole phallique s'il en est. Oui, alors est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ça. Voilà, femme, homme. Ce phénomène d'identification dont je parle, il est absolument nécessaire en tant que psychanalyste. Donc je suis tantôt une femme, tantôt un homme, de toute manière, un psychanalyste doit être une femme. Absolument, avoir une intériorité. Voilà, c'est ça, accepter quelque chose d'un pôle féminin. Autre. Mais vous, alors, Fabienne Sardas, vous avez rêvé en tant que mère. Ça vous a aidé, cette rêverie maternelle, vous, qui avez vécu la maternité. Vous avez pu travailler avec votre être mère à vous, votre devenir mère? Je n'ai pas assez rêvé. Mes 2 enfants, peut-être c'est pour ça que j'ai aidé les autres à le faire. Hein. Je crois que j'étais très jeune, très préoccupée, j'étais dans mes études, j'avais plein de choses au feu. Je ne les ai pas assez rêvés, je dirais aujourd'hui. Oui. Je m'en excuse auprès d'eux. Mais c'est donc, il y a comme ça un trait d'union alors? Oui. Dans votre parcours de femme et de professionnelle? Oui, sans doute. Oui. Et quelque chose comme ça qui permet aussi de faire sens alors? Oui, qui permet de retisser quelque chose qui était un maillage peut-être un peu trop serré, trop auto-centré, voilà. Donc, j'avais 25 ans, voilà, donc 25 ans et 27 ans. Donc, j'étais préoccupée par des tas de choses. Je les ai beaucoup aimées, je les aime beaucoup encore. Hein. Et puis, j'ai des petites filles, donc j'ai pu les rêver peut-être. Rêver davantage vos petites filles que anticiper les pensées, les faire venir à moi, les imaginer, oui. Voilà, en tous les cas, il y a beaucoup de bébés qui sont nés à partir de nos entretiens avec toutes ces femmes en souffrance, beaucoup de mamans qui sont arrivées endeuillées aussi, hein, et qui sont dans l'année qui a suivi, qui sont devenues mères. Et je reçois encore des remerciements aux dates anniversaires, hein, que ces bébés soient là. Merci beaucoup Fabienne Sardas d'avoir été l'invitée de Fais voir la bête. Merci à vous Joseph.